Bonjour à toutes et à tous, au micro Mohamedou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition matinale du vendredi 3 janvier 2025. Voici le sommaire. En Guinée, 2 ans de prison requis contre l'opposant Aliou Ba. Il est jugé devant un tribunal de Conakry pour offense et diffamation à l'encontre du chef de l'État. La rétrocession annoncée de la base militaire française d'Abidjan à la Côte d'Ivoire est un élément majeur de la politique de réaménagement du dispositif français en Afrique. L'annonce du départ de l'armée française ne veut pas dire rupture de toutes les relations diplomatiques, même militaires. L'analyse de Kag Sanoussi, président de l'Institut international de gestion des conflits, à suivre dans une dizaine de minutes. En Corée du Sud, les forces de sécurité ont tenté d'arrêter le président déchu Yoon Suk-yeol, mais se sont heurtés à la résistance de sa garde. La présidente du Honduras menace de fermer les bases militaires américaines dans son pays si Donald Trump expulse massivement les Honduriens après son entrée en fonction. Face à une attitude hostile d'expulsion massive de nos frères, nous devrions envisager un changement dans nos politiques de coopération avec les États-Unis, en particulier dans le domaine militaire. Plus de détails dans la partie magazine. Les nouvelles économiques, ce sera avec Nani Talani et les sports, présentés par Eric Manirakiza. Mais pour commencer, voici le journal. En Guinée, une peine de 2 ans de prison ferme a été requise contre l'opposant Aliou Ba, chef du mouvement démocratique libéral. Il est jugé devant un tribunal de Conakry pour offense et diffamation à l'encontre du chef de l'État. Les précisions avec Alexandrine Holognon. L'opposant avait nié les reproches à son encontre lors du procès ouvert mardi. Ses avocats ont dénoncé des accusations fallacieuses. L'interpellation d'Aliou Ba est la dernière en date d'une longue série dans le cadre des sévères restrictions des libertés imposées par la junte. En plus de Ba, 2 opposants sont portés disparus depuis leur arrestation par des hommes armés en juillet. Un journaliste, Habib Marwan Kamara, qui dirige le site Le Révélateur 224, a été arrêté le 4 décembre par des hommes en uniforme dans la banlieue de Conakry, selon ses avocats et un syndicat de presse qui affirme ignorer où il se trouve. Par ailleurs, 2 officiers dont l'ancien chef d'état-major de l'armée et ex-numéro 2 du régime militaire et un médecin sont morts dans des circonstances obscures après leur arrestation ces derniers mois. Pour ses vœux du Nouvel An, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a annoncé que l'année 2025 serait une année électorale cruciale pour parachever le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée, sans donner de date précise. Au Ghana, un énorme incendie a réduit en cendres le principal marché de vente de vêtements de seconde main dans la capitale Accra. L'incendie déclenché mercredi soir a ravagé de larges parties du marché de Kantamanto, ont rapporté les autorités du pays en charge de la gestion des catastrophes. Le GNFS, le Service national de lutte contre les incendies du Ghana, a dû déployer 13 véhicules anti-incendie pour lutter contre le désastre. Jeudi, des ruines fumantes avaient remplacé les allées jadis très animé de ce marché qui abritait plus de 30 000 commerçants. Un défaut électrique pourrait avoir causé le déclenchement de l'incendie, mais nous n'excluons pas la piste de l'incendie criminel, a souligné le porte-parole du GNFS. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a salué jeudi l'abolition de la peine de mort au Zimbabwe. Il demande toutefois que soit supprimée la disposition prévoyant que cette abolition puisse être levée en cas d'état d'urgence. Rosine Mounezero. Je me réjouis de la signature par le président du Zimbabwe d'une loi abolissant officiellement la peine de mort dans le pays, mais j'appelle le gouvernement du Zimbabwe à faire un pas de plus sur cette voie louable en supprimant la disposition autorisant le rétablissement de la peine en cas d'état d'urgence, a déclaré Volker Turk dans un communiqué. Le Zimbabwe a officiellement aboli mardi la peine de mort après que le président Emmerson Mnangagwa a promulgué une loi qui commue en peine d'emprisonnement les condamnations d'une 60aine de condamnés à mort. Un moratoire sur les exécutions était en vigueur dans le pays depuis 2005, mais les tribunaux ont continué à prononcer la peine capitale pour des crimes tels que le meurtre, la trahison et le terrorisme. Cette nouvelle loi stipule que les tribunaux ne peuvent plus prononcer de peine capitale pour quelque infraction que ce soit et que toute condamnation à mort existante est commuée en peine d'emprisonnement. Fin 2023, au moins 59 personnes étaient dans le couloir de la mort au Zimbabwe, a indiqué l'ONG Amnesty International dans un communiqué saluant cette abolition comme un moment historique. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le FBI a affirmé hier qu'il n'existait pas encore de lien irréfutable entre l'attaque au véhicule bélier de la Nouvelle-Orléans qui a fait au moins 14 morts mercredi et l'explosion le même jour d'un véhicule de marque Tesla à Las Vegas devant l'hôtel Trump. Eddie Sango. Un haut responsable du FBI, Christopher Wray, a toutefois prévenu devant la presse que l'enquête était encore dans ses phases préliminaires. Un pick-up Cybertruck de la marque Tesla d'Elon Musk a explosé mercredi devant l'hôtel Trump de Las Vegas, faisant un mort et plusieurs blessés. Le même jour, le président américain Joe Biden a déclaré que les autorités ont enquêté pour savoir s'il y avait une quelconque connexion possible entre cette explosion et l'attaque meurtrière à la Nouvelle-Orléans qui a fait au moins 14 morts, mais que rien ne l'indiquait jusque-là. Des images sur les réseaux sociaux montrent un véhicule électrique Cybertruck métallique explosé dans un énorme nuage de fumée devant l'entrée de l'hôtel où les noms Trump s'affichent en grand. Elon Musk, le patron de Tesla, devenu un proche allié de Donald Trump, a affirmé sur X que l'explosion a été provoquée par de gros feux d'artifice et ou une bombe transportée à l'arrière du Cybertruck loué et qu'elle n'était pas liée au véhicule lui-même. Pour le shérif de Las Vegas, Kevin McMahill, aucune indication permet d'établir un lien entre l'explosion devant l'hôtel Trump et les groupes État islamique. Il n'y a pas de drapeau de l'EI visible comme ce fut le cas à la Nouvelle-Orléans, a précisé le policier. En Corée du Sud, les forces de sécurité ont tenté d'arrêter le président déchu Yoon Suk-yeol, qui est retranché dans sa résidence à Séoul, mais se sont heurtés à la résistance de sa garde. Des centaines de ses partisans sont rassemblés devant sa résidence, se disant prêts à en découdre pour le défendre. Georges Léonard Sagno. Oui, Mohamedou, la tension était palpable ce vendredi vers 8h, heure locale. Jeudi 23h GMT, une équipe d'ICIO, le bureau d'enquête sur la corruption des hautes personnalités, qui centralise l'enquête pour rébellion contre M. Yoon, a pénétré dans la résidence présidentielle pour tenter de l'arrêter après qu'il a ignoré 3 citations à comparaître pour être interrogé. Pendant près de 6 heures, les procureurs et agents du CEO sont restés à l'intérieur de la résidence présidentielle. Ils ont fini par en sortir bredouilles. En ce qui concerne l'exécution du mandat d'arrêt aujourd'hui, il a été déterminé qu'elle était matériellement impossible en raison de l'impasse persistante, a fait savoir le CEO dans un communiqué. Les inquiétudes pour la sécurité du personnel sur place a conduit à la décision d'interrompre l'exécution, a-t-il ajouté. Un officier de l'état-major interarmé à Séoul a déclaré que l'équipe du CEO était entrée en confrontation avec les soldats placés sous les ordres du service de sécurité présidentiel. Ce dernier a pour sa part indiqué qu'il avait mené des négociations avec le CIO. Destitué le 14 décembre par le Parlement, le président Yoon Suk-yeol est cloîtré dans sa maison dans les hauteurs du quartier chic de Annan à Séoul. Depuis qu'un mandat d'arrêt a été délivré contre lui le 31 décembre pour sa déclaration ratée de la loi martiale, le 3 décembre, des centaines de ses partisans se sont rassemblés dans les alentours. Dans une lettre à ses partisans, Yoon Suk-yeol avait promis mercredi de se battre jusqu'à la fin. Une arrestation de Yoon Suk-yeol, qui reste officiellement le chef de l'État et n'est que suspendu en attendant la confirmation par la Cour constitutionnelle de sa destitution d'ici la mi-juin, serait sans précédent dans l'histoire de la Corée du Sud. Les enquêteurs ont jusqu'à lundi pour exécuter le mandat d'arrêt délivré par un tribunal de Séoul contre M. Yoon, qui expire au bout de 7 jours. Les autorités vénézuéliennes offrent une récompense de $100 000 pour toute information menant à la capture de l'opposant en exil Edmundo González Urrutia, qui revendique la victoire face au président Nicolás Maduro lors des élections de juillet, selon un avis de police diffusé jeudi. La proclamation de la réélection de Nicolás Maduro pour un 3e mandat de 6 ans a été vivement contestée par l'opposition, qui considère que M. González Urrutia est le vainqueur, avec
avec plus de 67% des suffrages. Monsieur González Urrutia et la chef de l'opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado, ont appelé mardi leurs concitoyens à manifester alors que le président Nicolás Maduro doit prêter serment le 10 janvier pour un 3e mandat. Par ailleurs, monsieur González Urrutia était jeudi soir en chemin vers l'Argentine depuis Madrid, où il était en exil, a annoncé une source au sein de la présidence argentine. Et puis le Monténégro a entamé hier jeudi 3 jours de deuil national et le gouvernement a annoncé des opérations urgentes de saisie d'armes illégales après la fusillade déclenchée la veille dans un restaurant par un homme ivre qui a fait 12 morts. Voilà pour le journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs, la Minute Éco, c'est avec Nani Talani. La Société des transports de Lomé Sotral a annoncé une réduction des tarifs des transports urbains censés entrer en vigueur depuis le 23 décembre au Togo. Les trajets de 150 francs CFA devraient coûter désormais 100 francs, ceux de 250 passent à 200, ceux de 300 à 250 et ceux de 350 à 300. Cette mesure vise à rendre le transport plus accessible à Lomé en réponse au coût élevé de la vie. La Banque islamique de développement a approuvé un financement de 140 millions d'euros en faveur du projet de construction du corridor routier Guinée-Sénégal. Le projet renforcera les moyens de subsistance par l'accès efficace aux marchés et services, l'amélioration des routes, la réduction des coûts de transport, l'agriculture et le renforcement de l'intégration économique régionale. Pour terminer, selon la société multinationale d'exploration pétrolière et gazière fondée en Irlande, Tullow Oil, la Chambre de commerce internationale a statué que la taxe sur les transferts de bénéfices des succursales ne s'applique pas à ces opérations dans les champs Deepwater Tano et West Cape Freepoint au large du Ghana. En conséquence, l'entreprise ne sera pas tenue de payer la taxe de 320 millions de dollars ni de s'acquitter des obligations fiscales futures liées à cette taxe. Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Eric Manirakiza. Salut Eric. Bonjour Mohamedou. En Espagne, la Liga retire Dani Olmo de l'effectif du FC Barcelone inscrit en championnat. C'est après que l'organe dirigeant de la compétition a annoncé mardi soir que le club n'avait pas présenté d'alternative lui permettant d'inscrire des joueurs conformément à son règlement de contrôle économique. La Liga a également supprimé l'attaquant Pau Victor, recruté comme Dani Olmo par le Barça cet été, de la liste des joueurs inscrits sur son site internet. Mais le Barça, qui a déjà épuisé toutes les voies légales pour prolonger son enregistrement jusqu'au 30 juin 2025, a annoncé mardi qu'il avait demandé à la Fédération espagnole de football une nouvelle licence pour lui et pour Victor. Transfert, l'ancien Lensois Seko Fofana signe à Rennes. Le milieu de terrain international ivoirien Seko Fofana, 29 ans, a signé un contrat de 4 ans et demi en faveur de Rennes, a annoncé le club breton pour une somme estimée par la presse à 20 millions d'euros. Le milieu axial avec 22 sélections avait choisi de tenter l'aventure en Arabie Saoudite à l'été 2023 après 3 saisons à Lens qu'il avait contribué à mener en Ligue des Champions. Mais en 18 mois, dans la Saudi League, Fofana n'a jamais vraiment trouvé sa place sur les terrains, que ce soit à Al Nassr, aux côtés de Cristiano Ronaldo, ou à Al Ettifaq, où il a été prêté en 2024. Luis Enrique prédit que ce mois de janvier va être passionnant pour le PSG. Le mois de janvier, qui sera conclu par 2 rencontres cruciales pour éviter l'élimination en Ligue des Champions, va être passionnant pour le PSG, s'est réjoui l'entraîneur Luis Enrique ce jeudi à 3 jours du trophée des champions contre Monaco. Le PSG a embarqué pour Doha avec un groupe au complet et Luis Enrique a donné une rapide visioconférence de presse à bord de l'avion en vol avec ce trophée contre Monaco et un calendrier dense, et ça va être passionnant parce que des échéances importantes nous attendent, a déclaré Luis Enrique. Le PSG va jouer les 22 janvier contre Manchester City et 29 janvier à Stuttgart, les 2 derniers matchs de sa première phase en Ligue des Champions qu'il aborde à une position éliminatoire, 25e sur 36. Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mohamedou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a annoncé le retrait des forces françaises en janvier, emboîtant le pas au Sénégal et au Tchad, qui avaient annoncé le départ des militaires français de leur sol. Assiste-t-on à une rupture plus profonde dans les relations entre la France et ses anciennes colonies? Écoutez l'analyse de Kag Sanoussi, président de l'Institut international de gestion des conflits. Il a été joint par Alexandrine Holognon. Cette dernière annonce du président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara, marque la progression ou la prolongation des processus engagés. C'est une rupture, mais la rupture ne date pas d'aujourd'hui et je pense que ça marque, je dirais, le signal de la nécessité de refonder les relations entre la France et ses anciennes colonies. Revenons un tout petit peu sur les termes utilisés par les pays concernés lors de ces annonces. La Côte d'Ivoire a parlé d'un retrait concerté et organisé. Le Sénégal et le Tchad ont parlé de réorganisation. Est-ce qu'on doit comprendre que ce ne sont pas les mêmes raisons qui motivent ces annonces de rupture militaire? Je pense que fondamentalement, les raisons sont les mêmes. Mais les contextes ne sont pas les mêmes, les acteurs ne sont pas les mêmes et la manière de procéder n'est pas la même. Les raisons qui sont les mêmes, c'est ce besoin de souveraineté de tous les pays africains, ceux qui le disent ouvertement que ceux qui ne le disent pas, non pas parce qu'il y a forcément un antagonisme profond avec la France, simplement je pense que 60 ans plus tard, chaque personne aspire à une forme de souveraineté et la présence militaire peut être vue comme étant donc une fausse souveraineté, alors qu'il y a bien d'autres choses. Donc je pense que le fait que ça se passe, je dirais beaucoup plus en douceur, en Côte d'Ivoire, tel que c'est annoncé même au Sénégal, même au Tchad, c'est un peu plus en douceur que ce qui s'est passé au Mali, au Niger ou au Burkina Faso. Et je pense que de part et d'autre, les acteurs prennent conscience que de toutes les façons, il faut aller vers ce désengagement, il faut construire autre chose. Si on n'a pas l'intelligence aujourd'hui réflexive de construire autre chose, si on veut maintenir l'existant, le passé, qui est aujourd'hui refusé par beaucoup de jeunes Africains, on risque d'aller dans un chaos. La Côte d'Ivoire reste un allié important de la France en Afrique de l'Ouest, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Comment ce retrait des militaires français de la Côte d'Ivoire va-t-il impacter la lutte contre le terrorisme dans la sous-région, selon vous? Je pense qu'il y aura toujours un impact, mais cet impact peut être, je dirais, contenu, parce que l'annonce du départ de l'armée française ne veut pas dire rupture de toutes les relations diplomatiques, même militaires. Et nous savons que dans le monde globalisé aujourd'hui, il y a des pays qui peuvent intervenir chez des temps d'opérations militaires sans forcément être présents. Cela veut dire que dans la stratégie de repositionnement de l'armée française, il y a une autre logique, un autre logiciel qui va rentrer en ligne de compte. Et sur le continent africain aujourd'hui, beaucoup de pays diversifient des partenariats pour faire face au terrorisme. Et donc la France est un acteur important, quasiment exclusif il y a un certain nombre d'années, mais aujourd'hui la France partage ce qui se passe avec d'autres acteurs. Il y a aujourd'hui une nécessité pour les acteurs africains de réussir à conjuguer les différents partenariats. Et la leçon qu'on tire de ça, c'est qu'aucun partenaire ne pourra plus rester dans une hégémonie comme ce fut le cas, par exemple, de la France pendant un certain nombre d'années. Donc, on change de paradigme et je pense que les acteurs africains vont réussir, c'est ce que je souhaite à chacun, à avoir des alliances fortes pour faire en sorte qu'on puisse régler la question des terrorismes. Kag Sanoussi, président de l'Institut international de gestion des conflits. Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24. Une entreprise kenyane de vêtements a créé un nouveau concept, une ligne de mode spéciale qui vise à répondre aux besoins des personnes aveugles et malvoyantes, des créations qui se veulent tactiles avec une phrase spéciale en braille contenant un message encourageant cousu sur chaque vêtement. Alexandrine Holognon nous raconte. Les aveugles et les malvoyants sont rarement pris en considération lorsqu'il s'agit de mode. Et cette entreprise de Nairobi veut changer cela. Elle crée une gamme spéciale de vêtements qui communiquent directement avec leurs clients par le biais du braille. Chez Rizzi Studios, chaque article est créé avec un message spécial cousu dans le tissu. Julius Mbura, client malvoyant. The clothes that I'm wearing, the t-shirt especially, is from Rizzi Studios.
Les vêtements que je porte, en particulier le t-shirt, proviennent des studios ici. Je dirais que cette marque permet aux personnes aveugles ou malvoyantes d'apprécier le textile, la mode et les vêtements qui représentent qui elles sont et ce qu'elles sont, ainsi que des messages sur les vêtements que nous pouvons lire nous-mêmes. C'est très différent. Il est à la fois tactile et en braille, de sorte que je peux lire les messages sur le t-shirt sans avoir à dépendre de quelqu'un d'autre pour lire ce qu'il y a sur le t-shirt pour moi. Julius Mbura est avocat de profession et client de Easy Studio. Il dit aimer s'habiller avec de beaux vêtements qui ont un sens et qui sont bien conçus. Comme il est malvoyant, il aime porter des vêtements Easy Studio parce qu'il n'a pas besoin qu'on les lui décrive. L'entreprise fondée par Angela Wanjiku vise à produire des créations tactiles. Nous créons des vêtements qui répondent aux besoins des personnes malvoyantes en les repensant et en les intégrant dans nos vêtements. Pour ce faire, nous ajoutons des impressions en braille à toutes nos pièces, des impressions en braille qui sont tactiles ainsi que des phrases en braille. Parmi ces phrases, citons, moins nous voyons avec nos yeux, plus nous voyons avec nos cœurs. Ces phrases sont destinées à promouvoir l'appel à l'inclusion auprès de tous ceux qui portent nos vêtements, qu'il s'agisse de personnes voyantes ou malvoyantes. Tous les matériaux utilisés par Easy Studio proviennent de sources locales. Leurs vêtements sont vendus sur leurs plateformes de médias sociaux et sur 2 plateformes de commerce électronique. Des projets de partenariat avec des magasins dans tout le pays sont actuellement à l'étude, mais la durabilité est toujours au cœur des créations. Angela Wanjiku, fondatrice de Easy Studio. Nous nous approvisionnons principalement en matériaux ici au Kenya, à Nairobi et à Thika. Nous utilisons 2 types de matériaux. Certains sont collectés sur le marché, dans les friperies, que nous recyclons et que nous utilisons pour ces collections comme la dernière. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 39 millions de personnes sont aveugles dans le monde, 500 millions d'autres vivent avec des déficiences visuelles. Au Kenya, 224 000 personnes sont aveugles et 750 000 vivent avec des déficiences visuelles. Ces personnes ont été ignorées par l'industrie de la mode du pays. Easy Studio a pour objectif de changer cela, mais la route est longue et semée de défis. À travers une approche de sensibilisation et de proximité avec sa clientèle, l'entreprise se veut désormais défenseur de l'inclusion des personnes handicapées. La présidente du Honduras, Xiomara Castro, a menacé cette semaine de fermer les bases militaires américaines dans son pays si le président élu Donald Trump mettait à exécution sa menace d'expulser en masse des Honduriens après sa prise de fonction. Les précisions avec Lionel Gaïma. Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a promis pendant la campagne présidentielle de lancer, dès sa prise de fonction, le plus grand programme d'expulsion de l'histoire américaine. Une perspective redoutée par de nombreux migrants ainsi que par certains dirigeants de leur pays d'origine. La présidente du Honduras dit souhaiter un dialogue constructif sur la question migratoire avec le président Trump. Xiomara Castro, présidente du Honduras. Peuple hondurien, je tiens à exprimer que nous espérons que la nouvelle administration américaine du président démocratiquement élu, Donald Trump, sera ouverte à un dialogue constructif et amical et n'exercera pas de représailles inutiles contre nos migrants. Selon le ministère hondurien des Affaires étrangères, quelques 250 000 Honduriens figurent sur la liste de personnes pouvant être expulsées des États-Unis en 2025 et le Honduras n'est pas prêt à accueillir un tel nombre de personnes. Face à ce qu'elle considère comme une possible attitude hostile d'expulsion massive des Honduriens, la présidente Xiomara Castro a menacé de fermer les bases militaires américaines dans le pays, notamment la base de Palmelora à Comayagua, dans le centre du sud du pays, bâtie dans les années 1980 pour lutter contre les mouvements communistes sur le continent. Xiomara Castro, présidente du Honduras.
Face à une attitude hostile d'expulsion massive de nos frères, nous devrions envisager un changement dans nos politiques de coopération avec les États-Unis, en particulier dans le domaine militaire, où depuis des décennies, sans payer un centime, ils maintiennent des bases militaires sur notre territoire, qui dans ce cas perdraient toute raison d'être au Honduras. Les migrants apportent une contribution importante à l'économie américaine, a plaidé Mme Castro. Mais ils jouent aussi un rôle crucial pour l'économie hondurienne. Environ 2 millions de Honduriens vivent aux États-Unis, la plupart sans papier, et leurs envois d'argent contribuent pour plus de 25% au produit intérieur brut du Honduras. This is the voice of America. Washington, DC. Le tournoi des roses, une tradition annuelle du Nouvel An, s'est tenu à Los Angeles, dans l'État de Californie. Il s'agit d'un défilé de chars soigneusement décorés avec des fleurs qui mettent en avant les efforts déployés pour offrir aux vétérans une seconde carrière dans le domaine du codage informatique et de la cybersécurité. Guénia Dulot de la VOA nous en dit plus dans ce reportage relaté par Thierry Kaoré. La 136e édition annuelle du défilé des roses comprend près de 40 plateformes mobiles décorées de fleurs fraîches, dont le char codage pour les vétérans, qui met en avant une formation pour les anciens militaires dans le domaine de l'ingénierie logicielle et de la cybersécurité. Terry Rivera a servi 6 ans dans la marine américaine avant de rejoindre le service des pompiers de New York. Il explique que les dommages subis par ses poumons lors de son intervention après l'attaque terroriste du 11 septembre 2001 l'ont contraint à une retraite pour invalidité. Après avoir travaillé dans la gestion des urgences et le secours en cas de catastrophe, Rivera a rejoint le programme Codage pour les vétérans l'année dernière. Je crois fermement que la prochaine grande attaque de l'ampleur du 11 septembre, voire pire, sera probablement une cyberattaque. C'est ce qui m'a poussé à m'y intéresser. J'espère pouvoir aider à prévenir cela. Le codage pour les vétérans a vu le jour au Canada et est désormais proposé à Los Angeles par l'intermédiaire de l'Université de Californie du Sud. Jeff Mousson, son directeur général, affirme que le programme affiche de bons taux de placement et compte plus de 800 inscrits. Vous passez du champ de bataille au cyberspace et quand vous regardez les compétences des militaires, l'attention aux détails, le leadership, le travail d'équipe, ce sont exactement les qualités que recherchent les employeurs. Selon Terry Wolf de la Marshall School of Business de l'Université de Californie du Sud, le programme en ligne est autonome, peut être suivi en 6 à 12 mois et comprend un accompagnement professionnel. Comment rédiger un CV, effectuer une recherche d'emploi, bénéficier d'un coaching efficace pour poursuivre vos intérêts et développer votre carrière, créer un profil LinkedIn. Ce sont des outils basiques, mais pour quelqu'un qui sort de l'armée après 20 ans, il n'en aurait jamais eu besoin auparavant. Alejandra Rodriguez a volontairement contribué à la décoration du char en raison des antécédents militaires de sa famille. J'ai vu combien il était difficile de faire la transition. Ils souffraient de stress post-traumatique, ils ont beaucoup enduré. Ma sœur a fait 2 missions et elle est revenue métamorphosée. C'était très difficile pour la famille de la voir lutter et à l'époque, les fonds de l'administration des anciens combattants étaient limités. Nous avons fait de notre mieux pour l'aider. Le char codage pour les vétérans a rejoint d'autres dans ce défilé du Nouvel An, élargissant la visibilité du programme grâce à une diffusion suivie par des millions de téléspectateurs. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. voaafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
Et c'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mohamedou Oumfa, ainsi va Le Monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet voaafrique.com, sans oublier nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et